Bonjour à tous. Je vais vous poser une question pour démarrer. Est-ce que vous avez déjà eu un contrôle fiscal? Personne n'a eu de contrôle fiscal? Non? Un litige avec un client? Non plus? Pas de litige avec un client? Bon. Alors moi, Tant mieux. Tant mieux. Mais bon, si vous en aviez eu un, vous sauriez que effectivement être capable de produire des pièces justificatives, ça peut être des contrats signés, des factures, et des tas de documents, et surtout être capable de prouver qu'ils n'ont pas été altérés ou modifiés, bah, c'est une chose évidemment importante. Et bien sinon, bah, j'espère que vous êtes équipé d'un système qui vous permet justement de produire ces pièces, d'être capable de les retrouver quand il faut, et surtout de prouver, là encore une fois, qu'elles n'ont pas été altérées ou modifiées. C'est l'intérêt justement d'un SAE, d'un système d'archivage électronique. Parce que c'est souvent sous cet angle qu'on aborde le sujet de l'archivage électronique, à la fois chez Archimag, hein, je suis journaliste pour Archimag, alors on aborde souvent ce sujet par le biais du risque et de la conformité dans le magazine, mais c'est aussi le cas dans vos entreprises. Et donc, bah, ça devient un sujet un peu prégnant, et le fait finalement d'archiver, de stocker, de conserver passe au second plan. Et c'est aussi sous cet angle d'ailleurs que Bouygues Télécom, par l'intermédiaire de François qui est là, a abordé cette question et a finalement révisé sa fonction archive. C'est bien ça? C'est ce qu'il va nous raconter, c'est ce qu'il va vous expliquer justement dans quelques instants. Mais juste avant, parce qu'il a choisi une solution qui s'appelle Arxis Software. Juste avant, Dominique L'Hôpital, qui est business analyst chez Infotel, va vous présenter l'offre et l'éditeur pour savoir de quoi on parle ensuite. Bonjour. Donc oui, mon nom est N'hésite pas à mettre bien le micro. Mon nom est Dominique L'Hôpital. Donc je vais faire 3 slides, donc je vais être assez court. Nous appartenons au groupe Infotel, donc quelques chiffres sur Infotel en 2023. Le chiffre d'affaires du groupe représente 307 millions d'euros pour un peu plus de 3000 collaborateurs. La croissance l'année dernière en termes de logiciels a été de 12%. Et nous avons quelques 1800 licences, pas seulement pour Arxis, puisque nous commercialisons un certain nombre d'autres logiciels, 1800 licences dans le monde. Les références Arxis, donc là je me concentre uniquement sur le logiciel dont nous allons vous parler aujourd'hui. Donc les voici. Nous avons des références qui sont on-premise, les plus anciennes d'entre elles. Les plus récentes sont plutôt des licences en mode SaaS. Le profil, c'est plutôt des gros clients quand même, hein. Vous voyez les logos. Voilà, et donc nous allons vous parler aujourd'hui de Bouygues plus spécialement. Donc nous voyons que nous avons des clients qui sont plutôt du monde de la gestion ou d'autres plutôt du secteur public, enfin plutôt du monde scientifique et technique, pour lequel notre logiciel est en fait apte à conserver à long terme n'importe quel type d'objet numérique. Donc, nous conservons aux alentours de 10 milliards d'objets chez nos clients. Quelques mots sur la genèse du logiciel. Le logiciel, son développement a commencé en 2002. Le premier client date de 2006. Nos 3 premiers clients, dans l'époque 2006-2009, sont toujours clients aujourd'hui. Donc 15 à 18 ans plus tard, ils nous font toujours confiance. Je pense qu'on en fait partie, Dominique, non? Absolument. Bouygues Télécom en fait effectivement partie. Les développements sont réalisés à Toulouse et les équipes support sont basées à Paris. Le logiciel totalise plus de 200 années-hommes de développement. Pour être précis, 241, même c'est beaucoup. C'est énorme même.
Nos clients participent activement à l'élaboration de la roadmap. Donc, nous collectons en permanence à la fois les besoins qui viennent des appels d'offres, des prospects, mais aussi des clients. Et nous adaptons le logiciel pour qu'il réponde aux besoins de ces clients et prospects. Nous faisons ce qu'on appelle aujourd'hui du développement continu et nous publions 3 versions par an. Donc, voilà tout ce que je voulais dire. C'est pas beaucoup, mais je voulais laisser le maximum de temps à notre client Bouygues Telecom. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je ne sais pas, on les pose maintenant les questions. Oui, bon, si vous avez quelques questions ou tout à l'heure, peu importe. François, on se tourne vers vous. Parce que finalement, vous n'êtes pas présenté et je ne vous ai pas présenté. Tout à fait. François de Lyon, donc vous êtes responsable de l'archivage. Oui, je suis l'archiviste chez Bouygues Telecom et j'ai une petite diapo sur laquelle je me présente après. Exercice obligé. Je vais parler de mon entreprise. Donc Bouygues Telecom, opérateur fixe mobile. C'est un chiffre d'affaires de 7,7 milliards d'euros, 10 500 collaborateurs, dont 3 800 conseillers de clientèle, pour vous répondre, et à peu près 520 boutiques réparties sur la France, donc on est sur un domaine national. Bouygues Telecom appartient à 90% au groupe Bouygues, groupe diversifié, et nous comptons dans nos bases donc un peu plus de 23 millions clients mobiles et puis presque 5 millions de clients fixes. Et nous œuvrons dans le fixe, le mobile, le B2B également, et puis l'innovation qui est dans nos gènes. Alors pour les plus jeunes, vous n'allez pas comprendre de quoi je vous parle, mais le premier forfait mobile, c'est-à-dire la première fois où on a eu un panier d'argent avec un panier d'heures, avec un tarif fixe. C'est Bouygues Telecom qui l'a inventé en 96. Et puis depuis, on continue l'innovation. Et comme le sujet n'est pas de parler de l'entreprise, mais de parler d'archivage, je passerai sur le reste des innovations. Donc, je suis François de Lyon, archiviste chez Bouygues Telecom. Alors, quand on est archiviste, on a des rôles différents d'une entreprise à l'autre. Moi, je n'archive pas. Ce sont les services qui versent qui ont la responsabilité d'archiver. Mon rôle chez Bouygues Telecom est de définir et de maintenir les référentiels, les offres de services d'archivage et les outils, et de conseiller, de faire de l'étude et conseil, d'accompagner les clients, et leurs clients internes, et les services qui pourraient être prospects et qui auraient des besoins d'archivage. Et à noter, je fais partie du club CR2PA, le club de l'archivage managérial, qui regroupe des gens comme moi. Il y en a un ou deux dans la salle. Sur le principe que ce que je dis souvent, c'est qu'un chef de projet, quand il a une question, il se retourne et derrière, il y a plein de chefs de projet pour lui répondre. Quand on est archiviste, souvent, on se retourne et il n'y a personne. Et le CR2PA, c'est ça, c'est de permettre de se retrouver entre membres, de trouver de l'aide entre pairs, de l'assistance et de répondre à nos questions. Et une dernière chose sur moi, c'est sur la signature électronique. Donc avec le CR2PA et en collaboration avec la FNTC, j'ai participé à la rédaction de 3 fascicules sur la signature électronique et d'une fac. Alors rentrons dans le vif du sujet. Je vais vous parler d'Arxis, forcément. Je vais vous dire pourquoi on a choisi Arxis. Et je viendrai ensuite sur 3 thèmes plus particuliers, 3 cas concrets. Les comptabilités informatisées, la RFE, la réforme de la facture électronique, et le sujet que j'abordais juste avant, la signature électronique. Alors pourquoi Arxis ou un autre d'ailleurs, quel est le besoin? C'est surtout ça. Quel est l'environnement? Le besoin, c'est que on est, en tout cas chez Bouygues Telecom, dès qu'on est dans un grand groupe, on est en contrôle fiscal permanent. Alors, le contrôleur fiscal n'est pas là tout le temps, il revient tous les 3 ans pour contrôler les 3 années passées. C'est pour ça qu'on dit qu'on est en contrôle permanent, puisqu'en fait, toutes nos années sont effectivement contrôlées.
On est dans un monde qui est de plus en plus digital. Enfin, aujourd'hui, il est même quasiment, allez, 98%, il est digital. Donc, apporter une preuve sur un document papier, on sait le faire depuis très longtemps. Le digital, c'est pas la même expertise et c'est pas les mêmes contraintes. Donc, on a besoin là aussi d'un outil qui va nous accompagner sur ce besoin de vocation probatoire. Et enfin, on a des règlements européens qui sont de plus en plus, toujours, et puis c'est normal, hein, on en a besoin, plus exigeants. On a le IDAS V2 qui va bientôt sortir, pour ne citer que lui. Avant de vous parler de ce que je fais avec ArcSys, je vous partage ma vision du SAE. Souvent, je vois avec mes homologues, hein, quand on parle SAE, on voit que outils. Seulement, dès qu'on veut que nos archives aient une vocation probatoire, avoir un outil, ça ne suffit pas. C'est tout un écosystème, en fait, le SAE. C'est une politique que vous avez rédigée qui va expliquer quelle organisation vous mettez en place, quelles sont les infrastructures, les ressources, et bien sûr le matériel, le logiciel, et là, dans mon cas, c'est ArcSys. Mais c'est également toute la documentation associée à toutes ces choses qui vont pouvoir expliquer à un auditeur, à un contrôleur que tout ce que vous avez écrit dans la politique, vous le faites bien. Et c'est pour moi tout ça, tout ce pavé, tout cet écosystème qui constitue le système d'archivage électronique. D'ailleurs, je pense que si c'était qu'un outil, on l'appellerait OAE, outil d'archivage électronique. Alors, enfin, je vais répondre à pourquoi on a choisi ArcSys. On a choisi ArcSys d'abord pour l'intégrité, et dans la diapo, moi je parle de le paradoxe des durées de vie. On stocke du numérique, on sait que le matériel qui permet le stockage a une durée de vie qui est plutôt limitée, on va dire 5 ans. Et dans le cas de l'archivage, on est sur des périodes, des durées de conservation qui sont longues. Donc on a un véritable paradoxe entre l'outil qui va stocker et le document qu'on stocke, enfin l'information qu'on stocke. ArcSys nous permet de répondre à ce paradoxe en s'affranchissant complètement du matériel et en gérant, grâce à des journaux, du chaînage, tout ce qu'il faut pour arriver à démontrer que l'exemplaire que j'ai déposé sur un serveur 1 il y a 10 ans, c'est bien celui qu'on retrouve sur le serveur N 10 ans plus tard. Pourquoi ArcSys ? Parce que ArcSys est un véritable outil d'archivage au sens où il va gérer tout ce dont on a besoin, les durées de conservation, l'indexation et les droits d'accès. Alors j'aime bien reprendre, d'habitude quand je fais des présentations en privé, c'est une vraie boîte de médicaments qui existe. Là, je me suis dit, comme c'est public, je vais en faire une fausse, parce qu'on ne va pas faire de pub. Et la boîte de médicaments, en fait, elle représente tout ce dont on a besoin dans l'archivage. On a tout autour de cette boîte. Elle nous dit ce qu'on doit conserver, elle nous dit combien de temps on doit le faire, elle dit de quand ça date, elle dit ce que c'est. On a la liste des ingrédients, on dit ce qu'elle contient. Elle dit pour qui c'est aussi, dont on a besoin dans l'archivage, et elle nous dit de quoi ça parle, le contexte, et tout ça, c'est ça les métadonnées d'un document. Et enfin, vraiment aujourd'hui, c'est le cœur de mon métier, j'ai besoin de protéger mon entreprise et donc d'apporter de la vocation probatoire à nos archives numériques. Et ça, grâce à ArcSys et grâce à l'architecture qui est derrière, la technique qui est derrière, qui va faire qu'un document que j'ai déposé il y a quelques années, que je reproduis aujourd'hui, ArcSys va me permettre d'apporter ce qu'on appelle un fichier de preuve de l'archivage qu'un expert derrière ou un juge va pouvoir analyser et dire « Ok, le document, il est intègre et je le considère comme ayant force de preuve. » Alors rentrons dans les cas concrets. Donc le premier, les comptabilités informatisées, et c'est là où on est rentré, on a été un des premiers clients d'ArcSys, puisque une loi était sortie en 2005, 2006. Non, c'est bien plus tôt que ça, c'était en 1991. Ah bon ? Ah là, carrément. Je suis tout jeune dans le métier. Donc Bouygues Télécom a voulu se mettre en conformité et le bulletin officiel des impôts en fait explique très clairement qu'en cas
déjà, en cas de comptabilité informatisée, on doit produire du support informatisé. Donc, ce n'est pas des impressions de nos comptabilités qu'on va faire pour donner au contrôleur. Il va vraiment contrôler les bases. Et ça va plus loin que ça, c'est que la prérogative du contrôleur, elle n'est pas simplement sur la donnée, vérifier que la TVA qu'on a déclarée, c'est bien celle qu'on retrouve dans les comptes. C'est qu'il va pouvoir aussi demander comment travaillent les systèmes techniques, quel traitement ils appliquent à nos données pour arriver à faire du chiffre d'affaires. Et là encore, comme je disais tout à l'heure, il va pouvoir aussi nous demander la documentation qui va expliquer comment on fait ces traitements, comment on va arriver à un objet archivé ensuite, etc. Et donc pour répondre à tout ça, on a ArcSys qui est le cœur qui va héberger les données qu'on archive. Et aujourd'hui, ça représente 200 téras d'archives. Et là, on parle vraiment de données. Hein. C'est des bases de données, donc c'est des lettres et des chiffres. Hein. Ensuite, le service fiscalité va produire les données directement en allant piocher son besoin pour répondre à la question du contrôleur dans ArcSys. Et par contre, tout ce qui est autour, tout ce qui est comment on traite, expliquer comment sont faits les traitements, etc. Là, ça va passer par nos MOE, puisque là, quand on va parler de traitement, on va être très technique. Et donc, c'est la DSI qui va savoir répondre, ce n'est pas le fiscaliste. Et idem pour la documentation, c'est la DSI qui va aller chercher dans ses jets documentaires les documents dont on a besoin. Et à titre d'exemple, je voulais dire que c'est pas un leurre ce que je vous raconte, c'est pas imaginaire. On a chez Bouygues Télécom, alors la chance ou pas, je sais pas, mais les BVCistes qui viennent nous voir, ces dernières années sont les mêmes, ils nous connaissent bien. Alors c'est une chance parce que du coup, il y a un climat de confiance qui n'est pas à reconstruire parce qu'on se connaît, ils savent ce qu'on fait, ils savent qu'on le fait bien. Mais du coup, sur les derniers contrôles, alors que quand ils venaient avant, ils nous demandaient tout de suite les données pour vérifier la déclaration de TVA. Il n'y a pas de secret. Ce qu'ils viennent voir, c'est si on déclare la bonne TVA et s'il y a quelque chose à ramasser. Et bien, sur les derniers contrôles, les premiers rendez-vous ont porté sur la documentation. Expliquez-nous ce que vous faites, expliquez-nous comment vous le faites. Et 2 semaines plus tard, on a commencé à montrer des chiffres. Donc voilà, c'est pas qu'apporter des chiffres. Je répondrai bien sûr à toutes vos questions ensuite, hein, sauf si vous en avez tout de suite. Sinon, je passe au deuxième sujet que je voulais aborder avec vous, la réforme de la facture électronique. Alors bien entendu, la réforme, elle n'est pas encore en place, donc je ne vais pas vous dire que j'archive les documents que nous demande la réforme, mais on est en train de la mettre en place, comme certainement beaucoup d'entreprises. Et ce que j'ai imaginé, c'est aujourd'hui, en fait, on a chez Bouygues Télécom, on a un besoin, c'est archiver, mais on a 2 logiques derrière qui vont être drivées par les volumétries et la confidentialité par rapport à la facture en interne. Donc sur la réforme de la facture électronique, on va nous demander d'archiver 2 choses, le e-reporting et le e-invoicing. Le e-invoicing, les factures, le e-reporting, un document de reporting qui reprend tout ce qu'on a envoyé, déclaré, etc. Le e-reporting, il va être chez nous accessible qu'à la fiscalité. Donc on n'a pas besoin de cloisonner, on a une personne qui va avoir accès à l'ensemble des e-reporting de l'entreprise et j'ai choisi du coup de le mettre on va dire dans le même silo. Par contre, pour tout ce qui est facture, chez Bouygues Télécom, on silote. C'est-à-dire que les factures de l'entité qui s'occupe des entreprises ne doivent pas voir les factures de l'entité qui va s'occuper du grand public. Et là, ArcSys est intéressant pour nous parce que l'architecture qui est derrière, donc je vous ai mis une petite maison, un petit coffre-fort pour vous expliquer un petit peu. Donc, dans ArcSys, on va retrouver ce qu'on appelle des bases. Ce sont les petites maisons. On peut imaginer, enfin nous en tout cas c'est comme ça qu'on le traite, une maison
c'est une grande salle des coffres indépendante et qu'on pourrait associer par exemple à une entité juridique. Donc dans notre cas, on a des filiales. Je vais avoir une petite maison pour Bouygues Télécom et pour ces filiales qui veulent bien que je sois leur tiers archiveur, parce que ce n'est pas le cas pour toutes. Et une fois qu'on est dans cette maison, dans cette base, Arxis nous offre ce qu'on appelle les collections. Et là, les collections, il faut imaginer qu'une fois que je suis dans ma salle des coffres, eh ben, j'ai des coffres. Et des coffres qui sont dédiés à des entités. Et donc c'est ça l'idée, c'est de mettre les factures demain de la réforme électronique dans chaque coffre, dans le coffre de ceux qui s'occupent de l'entreprise, dans le coffre de ceux qui s'occupent du grand public, etc., etc. Et par contre, pour le e-reporting, comme j'ai dit que j'allais mettre tout dans le même coffre, puisque c'est que la fiscalité qui va s'en occuper, j'ai quand même un besoin pour la fiscalité, répondre aux contrôleurs, de pouvoir faire la part des e-reporting et retrouver malgré tout ceux qui appartiennent à l'entité entreprise et ceux qui appartiennent à l'entité grand public. Et pour ça, j'utilise la fonction plan de classement qui, dans le même coffre, me permet donc de classer, de dire bah, ces factures, elles sont pour entreprise, ces factures, elles sont pour le grand public, mais également, si je le souhaite, d'appliquer des droits fins même au niveau du plan de classement. C'est-à-dire que j'aurais pu faire la même chose pour les factures, finalement, et dire, bah, la partie entreprise ne voit que ce que j'ai mis dans le plan de classement qui correspond à entreprise. Alors on me dit, bah, pourquoi vous ne l'avez pas fait? C'est là où je vous parlais des volumes au départ. C'est qu'on a tellement de volume sur une facturation qui est mensuelle, sur des millions de clients qu'on doit garder 10 ans, que pour des besoins de souplesse et de rapidité de réponse, on va choisir là de siloter, puisque quand on va faire une requête sur un coffre, on va requêter sur moins de volume que si on fait une requête sur un coffre qui a tout, mais qui partage les choses avec le plan de classement. Voilà l'idée. Et pour vous donner un ordre de grandeur, aujourd'hui en B2C, B2B, c'est de l'ordre de... on a mis 1,2 milliard, mais bon, avec l'accroissement du parc, etc., on est 1,2 milliard, 1,3 milliard de factures archivées avec Arxis. Et le troisième sujet que je voulais aborder avec vous, la signature électronique. Alors la signature électronique, là encore, moi je n'invente rien. Hein. On a de la chance quand on est archiviste d'avoir un cadre légal ou réglementaire qui nous aide et qui nous dit ce qu'on doit faire. Donc comme ça, on n'a pas besoin d'inventer, d'être innovant. Pour la signature électronique, je pars de l'article 1366 du Code civil qui ne dit pas comment il faut le faire, mais qui dit ce qu'il faut faire. Il est court, il dit que l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane, et ça c'est le travail de la signature, pas chez moi, et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. Et là, c'est chez moi. Alors pour ceux qui connaissent, donc c'est un petit rappel, et puis pour ceux qui ne connaîtraient pas une découverte, le cycle de vie d'une signature électronique. Ça va déjà commencer par l'envie de contractualiser. Hein. On est deux parties et on se dit ok, on va signer quelque chose ensemble. Dans la signature électronique, la phase d'après, ça va être ce qu'on appelle l'enrôlement. C'est-à-dire qu'il va falloir prouver, ce que je disais juste avant, que celui qui a signé, c'est bien lui. Donc l'enrôlement en fonction du niveau de signature, mais je ne suis pas là pour faire un cours sur la signature électronique, il va être plus ou moins renforcé. Une fois qu'on aura enrôlé les gens, donc enrôlés et qu'ils auront un pouvoir pour signer électroniquement un document, il va y avoir la signature et la création de ce qu'on appelle le fichier de preuve, alors en fonction des partenaires, le dossier de preuve, etc. Mais c'est le document qui explique comment s'est passée la signature et qui donc va être la preuve devant le juge que le document signé que vous présentez, c'est bien un original. Ensuite, on a une étape de validation. Alors ça, c'est quand on utilise un prestataire de confiance qualifié qui va rajouter une couche sur les signatures en disant en plus, non seulement elles sont bonnes, mais en plus je vous valide qu'elles sont bonnes.
Et là où ça commence à devenir intéressant, c'est là où moi je commence à intervenir, c'est une fois que vous avez le document signé et le fichier de preuve qui vous explique comment il a été signé, on va archiver tout ça. Alors l'archiver, c'est bien, mais on ne peut pas l'archiver n'importe comment. Aujourd'hui, je travaille pas. J'ai souvent des échanges avec un avocat de la société Caprioli et Associés, qui est vraiment spécifique et sur les affaires liées au numérique. Et j'étais à une conf hier midi, et il nous reconfirmait encore hier qu'aujourd'hui, quand vous avez une affaire devant le tribunal, il y a 5 ans, et encore 5 ans, vous arriviez avec votre clé USB, avec votre contrat ou la facture qui était contestée ou le dossier de crédit, le juge il commençait à parler de l'affaire. Aujourd'hui, c'est terminé. Aujourd'hui, les juges, ils sont comme nous, ils ont gagné en expertise. La première chose qu'ils vous demandent, c'est montrez-moi que ce que vous me mettez sous les yeux, c'est un document intègre, qu'il a bien été signé par les bonnes personnes et qu'il est fiable. Si vous ne savez pas faire ça, l'affaire est finie. On passe au sujet suivant. De toute façon, ils sont comme nous, ils n'ont plus le temps, il y en a trop. Donc, arriver avec sa clé USB et son document, c'est même pas la peine de vous déplacer. Et donc, il faut mettre en place des choses qui vont vous permettre d'apporter ce qu'on appelle la vocation probatoire. Et je dis bien vocation probatoire parce qu'en dernier ressort, retenez que c'est toujours le juge qui va dire à la fin si c'est une preuve ou pas. Alors, c'est parce que souvent, on dit vocation de preuve. Non, c'est le juge à la fin qui dit que c'est une preuve ou que ça ne l'est pas. Nous, on apporte un document où on espère qu'il aura une vocation qui aura valeur de preuve. D'où vocation probatoire. On va archiver le document dans ArcSys, pour notre cas, et puis on va avoir le litige. On va aller au tribunal, et comme je vous le disais, le juge il va nous dire « ça ne me suffit pas votre document, prouvez-moi qu'il est intègre depuis le moment où vous l'avez mis dans votre outil d'archivage ». Et c'est là où ArcSys va jouer tout son rôle, en fournissant, je passe à la suivante, en fournissant, alors c'est une copie d'écran, un document, alors derrière c'est du technique, mais un juge, c'est un être humain, il a besoin de voir des choses que tout le monde peut comprendre. Donc s'il soumet un expert, on va lui apporter les preuves techniques et on va travailler avec ArcSys pour fournir les preuves techniques. Mais en tout cas, ce qu'on va amener au juge, c'est ce que va générer à la demande ArcSys. C'est ce qu'on appelle le dossier de preuve. Et donc là, j'ai fait une copie d'écran juste sur l'entête. Dominique, du coup, comme je ne vois pas, tu peux nous rappeler ce que contient un peu le sommaire du dossier de preuve ? Un dossier de preuve contient tout... c'est la carte d'identité d'un document, en fait. Donc ça, on trouve qui a créé le document, quand, à quelle heure, dans quelles circonstances, quel était précisément le document, donc prise d'empreinte, prise de signature. On trouve toute la durée de vie du document, qu'est-ce que le document a vécu durant toutes ces années, tout ceci dans le but de montrer que les empreintes ou signatures n'ont pas dérivé dans le temps et sont bien toujours les mêmes, jusqu'à arriver à la fin, à l'émission du dossier de preuve, parce qu'un dossier de preuve sorti il y a 3 ans ne sert à rien, puisque le document il aurait pu être falsifié après. Donc le document, il va falloir sortir son dossier de preuve au plus près de la présentation devant le tribunal ou l'autorité compétente. Donc on trouve dans ce document tous les événements, d'une manière générale, quels que soient les événements, qui constituent la preuve que le document est bien ce qu'il était au début, qui n'a pas dérivé. Et donc pour conclure, qu'est-ce que je retiendrai d'ArcSys ? Pourquoi je reste fidèle à ArcSys, hein ? Parce que vous l'aurez certainement compris, là on est sur des enjeux où on n'est pas que sur du financier. On n'est pas sur je vais choisir un logiciel parce qu'il est moins cher que son voisin. Là on a vraiment besoin de fonctions qui vont amener de la preuve.
Et là, on regarde plus. Même je dis pas qu'Arxis est cher, hein, c'est pas, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais voilà. Pourquoi je garde Arxis aujourd'hui? Pour plein de raisons, mais j'en ai sélectionné quelques-unes. La première qui me semble importante, c'est l'écoute du client. On a un club 2 fois par an, un club utilisateur, où on retrouve que des utilisateurs. Et alors, au-delà du club, on peut à tout moment exprimer nos besoins, et la roadmap chez Arxis, elle est faite en fonction des besoins utilisateurs. Alors après, forcément, si les utilisateurs n'expriment pas de besoins, l'outil n'évolue pas forcément, mais plutôt que, c'est ce que j'apprécie en fait, plutôt que d'offrir des fonctionnalités qui ont été inventées et qui ne vont pas nous servir, ce qu'ils veulent, c'est que nous qui avons le besoin, on leur propose et qu'ils les développent pour nous. Ça, c'est très important. Au travers de ce que j'ai pu vous dire, c'est que Arxis est un outil qui va me permettre de respecter le légal et le réglementaire et surtout d'en apporter la vocation probatoire et pas la preuve. C'est un outil qui gère le gros volume. Donc ça, très important quand on est dans un groupe avec des milliards de factures. Qui nous permet, alors là c'est le côté archiviste, d'organiser finement. Donc je sais dédier des espaces à des petites entités, des grosses entités, et que ce soit bien chasse gardée pour tous, et puis qu'une entité ne puisse pas voir les documents des autres. J'ai noté aussi limiter le stockage, alors parce que vous l'avez peut-être senti, en ce moment c'est le gros sujet des DSI. Effectivement, le stockage, ça coûte cher quand on est sur un cloud. Et donc, ils font la chasse au stockage obsolète. Et Arxis, alors, par exemple, quand je reprends les comptabilités informatisées, je vous disais, en fait, c'est des fichiers plats avec du texte et des chiffres. Et l'intérêt d'Arxis, c'est que quand j'archive ces choses-là, il me les compresse. Et en fait, quand je vous ai dit tout à l'heure que j'avais 200 Tera d'archives, j'ai 200 Tera d'archives, mais compressé par Arxis, c'est 10 fois moins, j'ai 20 Tera. Donc ça me fait 10 fois moins de stockage à prévoir au niveau de ma DSI. Je vous parle bien, c'est pas magique, hein, je vous dis pas qu'un PDF, il me le divise par 10, ou une image. On est bien sur du texte, mais dès qu'on est sur des bases de données, et même sur de la facture, quand on passe sur de la facture, je ne sais pas si vous connaissez le terme, mais quand on a de la facture, non plus en PDF, mais en ce qu'on appelle en AFP, c'est-à-dire c'est un fichier qui n'a que du texte, qui reprend tout le contenu de la facture, et derrière on a juste un fond de facture, et quand on a besoin de recomposer la facture, c'est Arxis qui le fait. Il a le fond, il prend la donnée qui est du texte, hop, et c'est une vraie facture. Et bien là, du coup, mes milliards de factures, c'est que du texte. Je les compresse, je fais du divisé par 10. Alors que si je fais du PDF, voilà, 300 kilos la facture, multiplié par 1 milliard, ça fait lourd. Et donc, Arxis me permet de faire tout ça. Et puis, bien sûr, alors celui que je garde pour la fin et qui n'est pas anodin, c'est qu'avec Arxis, ils ont une politique qui fait qu'on reste autonome. On n'est pas bloqué par le partenaire, le prestataire. Si demain je veux changer, le logiciel est construit pour permettre la réversibilité. Il y a de l'interopérabilité, j'en ai pas parlé, mais on l'a vu rapidement. On a plein de systèmes techniques qui viennent se plugger sur Arxis pour faire l'archivage. Voilà, pour moi aujourd'hui, c'est l'outil idéal. Mais il y en a peut-être d'autres, j'imagine. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors, on va avoir une session de questions-réponses, mais si vous en avez, oui. Je reste à votre disposition, même après, si vous voulez avoir ma carte pour qu'on discute après, il n'y a aucun problème. Ce sera avec plaisir. Si vous avez des questions, préparez-les. Moi, j'en ai deux. La première, on n'a pas parlé de l'architecture du système. C'est du cloud? C'est intégré chez vous? C'est sur site? Et vous sembliez dire que c'était pseudo-mutualisé, c'est-à-dire partagé avec d'autres filiales Alors, oui, c'est une bonne question. Alors, chez Bouygues Télécom, comme on est une entreprise technologique, on a la chance d'avoir nos salles machines. Ce qui fait que, comme on a tout à la maison, on garde les choses à la maison. Donc oui, on stocke dans les salles machines de l'entreprise de Bouygues Télécom. Mais
ArcSys, si je ne dis pas de bêtises, c'est me faire du AWS. Absolument. Voilà. Et le côté mutualisation avec d'autres services, d'autres filiales, alors, le même système qui est partagé avec d'autres? C'est la même instance ArcSys, mais j'ai mon homologue chez Thales qui lui a plusieurs instances ArcSys, donc on peut faire ce qu'on veut. Là, le système d'information de Bouygues Télécom fait que nos filiales sont insérées dans le même écosystème. Donc je peux partager la même instance, ce qui n'est pas forcément le cas dans d'autres groupes. Mais on peut tout à fait imaginer que si nos filiales étaient dans des instances de DSI différentes, on ait plusieurs instances ArcSys avec les mêmes règles promues par moi et du coup qu'on duplique dans chaque instance. On fait ce qu'on veut. D'accord. Alors si vous avez des questions, je vous encourage à les poser. J'en ai une autre en attendant. Je n'ai pas très bien compris tout à l'heure le lien et vos satisfactions entre le fait que lors d'un contrôle, on vous demande maintenant la documentation en premier et après les données. Alors là, je n'ai pas très bien compris pourquoi ce changement d'approche était si important. Ou... Alors, si je reviens sur la slide, je vous ai parlé de tout ça parce que c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte en cas d'un contrôle fiscal. Et effectivement, ArcSys ne me sert que pour la donnée. Tout ce que je vous ai expliqué autour, c'est les traitements, la documentation, ça vient bien d'autres systèmes. Parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas pris le parti de les archiver dans ArcSys. Mais si demain, le contrôleur me disait OK, vous me sortez votre doc d'une GED, mais c'est une GED, qui me dit que vous n'avez pas fait la doc pour moi cette semaine parce que je vous ai posé la... Comment ça se passe en fait? Le contrôleur nous dit qu'il va venir. Il nous pose ses questions, donc il nous dit sur quoi il va vouloir nous interroger. Et on a, je ne sais plus, 15 jours, 3 semaines pour préparer. Donc il pourrait très bien nous dire, ta doc, tu l'as sortie de ta GED, et puis tu avais 3 semaines pour la faire, pour qu'elle réponde à la question que j'ai posée il y a 3 semaines. Donc peut-être 15 jours, aujourd'hui j'en ai pas le besoin. Et puis vous imaginez que faire ce type de transfert dans des systèmes qui existent déjà, ça a des coûts qui ne sont pas forcément stratégiques aujourd'hui pour l'entreprise. Mais si demain le contrôleur me demandait d'apporter de la vocation probatoire, je mettrais tous ces documents qui sont dans des GED dans ArcSys. Ouais. D'accord, oui, je comprends mieux. Mais effectivement, aujourd'hui, il n'y a que la donnée qui va être analysée dans un deuxième temps, qui est dans ArcSys. D'accord. Et une dernière question que je suis en train d'oublier d'ailleurs. Ouais. Je ne sais plus, ça va me revenir. Alors si vous en avez une en attendant, voilà, alors, oui. Ne bougez pas, je vais vous donner un micro. C'est bon. Ah, ça arrive, c'est bon. Bonjour à tous. Vous avez parlé tout à l'heure de... Il faut que vous parliez plus fort et vraiment le micro collé à la bouche. Je ne suis pas entraînée comme vous. Hein. Allez-y. Ça le fait. Vous avez parlé en fait du contexte réglementaire, notamment EDAS V2 qui arrive cet été. Vous avez aussi parlé de la partie de la réforme de la facture électronique. Quelles sont en fait aujourd'hui les autres exigences qui s'appliquent à vous dans le monde des télécoms par exemple? Exigences réglementaires. Alors, je n'archive pas pour tout ce qui concerne le domaine vraiment métier. Donc on va parler par exemple, je pense que comme vous connaissez un peu le métier, les tickets d'appel, tout ce qui va fonctionner autour du réseau, la géolocalisation des gens, etc. Ça, c'est pas dans mon périmètre. C'est vrai que je ne l'ai pas précisé. Chez Bouygues Télécom, moi, j'archive tout ce qui est fonction support en fait. Et donc, à la rigueur, j'ai envie de vous dire que s'il y a une réglementation autour de tout ça, et je sais qu'il y en a, je ne serais pas capable de vous la donner parce qu'elle n'est pas dans mon périmètre. Mais déjà, il y a du RGPD, ça c'est sûr, puisque on va retrouver de la donnée, il y a de la donnée client, de trafic, etc. Donc, mais ce n'est pas chez moi. Désolé. Et donc oui, je cite que le IDAS, mais derrière... Il y a tout ce qui va avec, hein. Il y a le Data Act, enfin il y en a, la commission en produit tout le temps et de plus en plus. Et comme dit encore une fois le cabinet Caprioli et Associés, ils en citent 2-3, mais ils vous disent que derrière, et après il y a le règlement, mais derrière il y a toutes
les textes applicatifs, là, pour dire comment il faut mettre en œuvre, je crois que pour le IDAS, il y en a 47, il y a un peu moins de 50 derrière. Donc, c'est pas juste un règlement, c'est plein d'autres, comme nous en France, hein, vous avez la loi et puis derrière, il y a tous les décrets d'application. Voilà. Il y a tous les décrets d'application et si tu veux compléter, parce que tu es plus fort que moi là-dessus. Non, la veille juridique est très importante, pour les clients, bien sûr, puisqu'à la fin, c'est eux qui y sont soumis, mais même pour nous, parce qu'il va falloir que justement les clients arrivent à adapter toutes leurs contraintes. Et donc pour nous, la veille réglementaire, la veille législative est très importante et nous occupe au quotidien, parce qu'il y a toujours quelque part une loi qui change ou des règlements qui changent. Donc tout ça occupe énormément finalement dans notre travail quotidien. Oui, et j'aurais pu le rajouter dans ce que je retiens d'ArcSys. C'est vrai que vous collez au règlement, vous en faites une exigence, et ça pour nous c'est incontournable. On essaye, et pas seulement en France même. En ce moment on a été beaucoup confronté à Monaco qui a ses réglementations particulières, donc c'est plus que la France. D'autres questions? Oui. Oui, bonjour. C'est vous par rapport à ces données compressées de 100 Tera à 20 Tera. J'avais une question par rapport à l'accessibilité de ces données. Est-ce qu'il y a un plus long temps de latence pour accéder à ces données et avoir ce rendu avec, comme vous disiez, le fond et le texte? Ou est-ce que c'est à peu près pareil que si vous aviez archivé en PDF? Est-ce qu'il y a un temps de latence pour accéder à ces données? Alors, je commence ou... je pense qu'il y a deux choses à voir. Quand on parle de la base de données qu'on compresse, le besoin, il n'est pas de l'avoir en instantané. On nous a posé une question, on a 3 semaines, on va récupérer les données. On parle de dizaines de gigas. La dernière fois, on parlait de 2 Tera de données à sortir sur la table. Donc là, l'idée du temps, elle n'est pas là. Par contre, quand je parlais effectivement des AFP, où je vais recomposer la facture, personnellement, je vois pas de... Enfin, c'est transparent. Pour moi, je clique sur le bouton visualiser. Et bon, il y a une seconde d'attente. Il faut qu'il recompose quand même, mais j'ai ma facture. Après, je te laisse du coup... Tout est un problème de performance. On peut travailler à partir de flux AFP pour ceux qui en composent encore, parce qu'il y a 10 ans, 20 ans en arrière, l'AFP était très courant. Aujourd'hui, il l'est quand même moins. L'avantage de l'AFP, effectivement, c'est que vous divisez les volumétries par 10. Chez EDF, on le divise par 15 même. Donc, c'est très, très conséquent. Et à la fin de l'année, ça fait beaucoup d'économies. Mais pour ça, il y a une petite latence. Alors j'ai un peu de mal à dire si c'est 100 millisecondes, combien c'est exactement, mais latence qui est tolérable en fonction de l'usage. Si vous avez peu de consultations, si dans ce cas-là, dans le cas d'un contrôle fiscal, on n'est pas vraiment une seconde près, quoi, hein. Alors qu'on a d'autres cas, si je prends chez Engie par exemple, où c'est les conseillers clientèle qui sont directement connectés au système d'archivage. Donc eux, ils font 100 000 consultations par jour, entre 100 et 120 000. Donc là, ça peut avoir un sens d'étudier le format. Hein, il faut le faire. Est-ce que AFP est plus ou moins pertinent qu'un PDF? Et là, on ira peut-être vers le PDF. Parce que justement, il n'y a pas ce temps de recomposition qui, quand il y en a 10 par seconde, n'est pas grave, mais quand je me retrouve avec 200 consultations par seconde, ça peut-être que ça ne le fait plus, quoi. L'avantage d'ArcSys, c'est qu'il peut gérer plein de formats et on peut faire la même chose d'une façon différente en fonction de l'objectif du client. Est-ce que c'est vraiment une économie de stockage ou pas? Très bien, merci. Écoutez, si vous avez d'autres questions, je vous invite à
les poser directement aux intéressés un peu plus loin sur le stand qui est le stand. Alors, on est sur le stand C83. François va rester encore un petit moment avec nous. Si vous avez d'autres questions, pas de problème, on sera content d'y répondre. Merci François, merci Dominique. Bien. Merci à vous.